Monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le cri du cœur des populations de Débitiguet. C'est dans la région de Saint-Louis. La montée des eaux a pris en otage les maisons et coupé le village du reste du pays. Les habitants expriment leur ras-le-bol. À Sédhiou, ce sont plusieurs hectares de riz qui sont sous les eaux. Une situation qui plonge les habitants du Pacao dans l'inquiétude. Et puis, le Cap des Biches va abriter une centrale électrique de 300 MW en janvier 2023. Un projet entièrement développé par l'expertise locale. La finalité est de réduire le coût de l'électricité à l'horizon 2022. Direction Touba. À présent, vous pouvez retrouver Chérif Dia. Chérif Dia, bonsoir. Qu'est-ce qui nous attend pour le journal du Magal? Bonsoir, cher Tidiane Diao. À la une de l'actualité du Magal, encore des pénuries d'eau à Touba. Plusieurs quartiers de la ville sainte sont restés sans le liquide précieux à 3 jours du Magal. Une pénurie liée à des coupures d'électricité au niveau de 4 forages. Ce sont là les explications de l'OFOR qui constate aussi des casses sur certaines conduites. Vers la modernisation des taxis collectifs à Touba, le ministre des Transports pose le premier acte avec la remise des clés de 200 véhicules de 8 places. Pendant ce temps-là, les acteurs du transport s'inquiètent de l'arrêt de la circulation des véhicules 7 places annoncé par le président de la République. Ousmane Sonko se démarque de ceux qui insultent les religieux sur les réseaux sociaux. L'opposant qui était en visite à Touba aujourd'hui considère que quiconque s'attaque à un religieux s'attaque à lui et donc n'est pas membre du PASTEF. Voilà, merci à vous, Chérif Dia. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour les développements. Bonsoir à toutes et à tous. Direction le nord du pays avec le village de Débitiguet qui souffre de la montée des eaux causée par celle du parc de Djoudj. Résultat, les maisons sont envahies, les routes coupées, le poste de santé ne fonctionne plus. Les habitants en ont ras-le-bol. Ils ont poussé un cri du cœur dans ce reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Le village de Débitiguet, situé dans la région de Saint-Louis, commune de Diama, est envahi par les eaux du parc de Djoudj. Depuis quelques jours, les populations ne peuvent plus se déplacer. L'accès à l'eau potable est également très difficile. Nous interpellons tout le monde parce que nous sommes fatigués, nous pataugeons, nous dormons sous la belle étoile pour certains. D'autres sont récupérés par leurs parents. Maintenant, vous pouvez le constater, les pêcheurs sont là pour prouver que c'est les eaux du parc, ce n'est pas des eaux de pluie. Les populations de Débitiguet crient leur ras-le-bol et invitent les autorités à prendre les mesures idoines dans les plus brefs délais. Vous, en venant, vous avez remarqué l'état de délabrement de la route. Le poste de santé, ça fait 72 heures. Le poste est resté vacant. Il n'y a pas de personnel. Mais on sait où aller. Débitiguet souffre véritablement de tous les maux. Dans cette localité, les routes sont coupées. Le poste de santé ne fonctionne plus à cause de la montée des eaux. Un véritable casse-tête pour les habitants de cette partie nord du pays. Ça fait 72 heures qu'on a eu des problèmes. Parce que, à cause des inondations, vous savez que le courant et l'eau ne marchent pas ensemble. Ça a provoqué un court-circuit très grave ici au niveau du château d'eau. Ce qui nous a privés d'eau pendant 72 heures. Vous avez vu les bidons d'eau avec les charrettes là. Pour éviter que ces villages ne disparaissent, la population réclame une digue de protection entre le village de Débitiguet et le parc de Djoudj. Elle réclame aussi des explications sur l'argent financé par la France à hauteur de 500 millions de francs CFA pour la réalisation de cette infrastructure. Nous restons dans le nord du pays. 200 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe servie à la région de Matam en appui aux sinistrés des pluies de la crue du fleuve. Dans la région de Matam, plus de 2500 familles ont perdu leur habitation. Pendant ce temps, les parents des victimes attendent toujours les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. Pause pluviométrique ou fin de l'hivernage, des milliers de sinistrés ont été recensés cette année dans la région de Matam. En plus des morts, une dizaine, plus de 2500 familles se sont retrouvées sans abri. Des familles aux habitations effondrées ou complètement inondées par la pluie et la crue qui commencent à se soulager.
Ce volume 2 qui a été enrichi a eu des conséquences au plan matériel. Cela a entraîné des dégâts, notamment des effondrements de bâtiments. Dès lors qu'il y a eu sinistre, le chef de l'État, fidèle à sa politique d'équité sociale, a réagi très vite en annonçant la mise à disposition des populations impactées de ressources financières additionnelles de la part de l'État. C'est ainsi donc que dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec, la région de Matam, toute action confondue, s'est vue allouer 200 millions de francs CFA. Parmi donc ces ressources qui ont été dégagées, une partie est destinée donc à l'appui direct aux sinistrés, sous forme donc de mise à leur disposition de matériaux de construction, essentiellement constitués de ciment et de feuilles de zinc. Au total, nous recevons dans la région de Matam 808 tonnes de ciment et 1100 paquets de feuilles de zinc. Depuis avant-hier, on a commencé déjà également à décharger du ciment au niveau donc du département de Ranérou. Cela conformera donc au quota qui lui est alloué. Le reste, nous réceptionnons ça aujourd'hui. Mais au-delà de ces matériaux de construction destinés à l'appui direct aux populations sinistrées, il y a également que nous avons reçu des produits d'hygiène d'une quantité de plus de 4 tonnes. Autre chose également, c'est que pour accroître également notre capacité de pompage, nous avons reçu en fait du ministère de l'Intérieur 15 motopompes de 80 et 50 mètres cubes, mais également on a reçu 2 grosses motopompes d'une capacité de 400 mètres cubes heure qui aujourd'hui sont en action au niveau donc de Sinthiou-Bamambé. Les matériaux de construction dont la distribution a même démarré au niveau du magasin de la Caisse de la Sécurité alimentaire sous la coordination des 3 préfets de département. Après ces sinistrés des inondations, les parents des victimes des noyades et de la foudre, eux, attendent toujours. À Sédhiou, ce sont plusieurs hectares de riz qui sont envahis par les eaux de pluie. Cela fait suite à la dégradation du barrage anti-sel de Diop-Kounda-Maka, une situation qui plonge les populations dans l'inquiétude. Bakary Konté Khaligame. Plusieurs hectares de riz sont engloutis par les eaux dans la commune de Dianaba. Au total, 8 collectivités territoriales du Pakao sont touchées par les inondations. Conséquence, des centaines et des centaines d'hectares sont perdus. Cette année, comme c'est une saison pluvieuse, il y a une inondation forte qui a frappé la population. Il y a des bâtiments qui se sont écroulés et les rizières sont inondées à 60%. C'est ce qui va sans dire que ça peut récupérer sur les résultats de l'agriculture, surtout parce qu'il y aura une baisse de production. Donc ça, c'est un phénomène. Nous lançons un appel à l'État d'être vraiment, de nous prévoir ce phénomène-là. Dans un proche avenir, peut-être que la population peut en pâtir parce que les rizières sont inondées à 60%. Donc la production va baisser, qui ne peut pas couvrir toute l'année. Donc nous lançons un appel à l'État d'être vigilant par rapport à ce phénomène qui est prévu dans la commune de Dianaba. Avec la dégradation très avancée du barrage anti-sel de Diop-Kounda-Maka, communément appelé barrage Alissouane, les dégâts se multiplient chaque jour. Le barrage anti-sel de Diop-Kounda, c'est un barrage aussi qui est menacé. Donc nous lançons un appel à l'État de renforcer cette dynamique, au moins de réhabiliter ce barrage pour que vraiment le barrage puisse jouer son rôle d'antan. Selon les autorités locales, les greniers ne pourront pas tenir plus de 3 mois après les récoltes. Elles demandent à l'État de réagir dans les plus brefs délais. Autour dans la région de Dakar, avec cette vaste opération de désinfection qui a été lancée à Diakhaï par le service d'hygiène de Rufisque, une manière de permettre aux sinistrés de la localité, longtemps sous les eaux, de se préserver des maladies que les eaux stagnantes peuvent engendrer. Écoutons les explications du major Mamadou Thiam Faye, interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassamb. Pour faire une opération de désinfection, d'abord désinsectisation et de délarvation. Délarvation pour quand même tuer les larves de moustiques. Donc, du moment qu'il y a des maisons qui étaient occupées par les eaux, nous, service d'hygiène, on peut intervenir après l'évacuation de ces eaux-là.
Donc si on parvient avec ces eaux-là, le service d'hygiène intervient pour faire la désinfection, la désinsectisation de ces eaux. Et également, nous avons fait la délavation. Parce que hier, le préfet du département a appelé pour une intervention au niveau de unité 14 et unité 9. Mais malheureusement, au niveau de unité 9, les eaux ne sont pas encore sorties des maisons. Il y a unité 14 qu'on est parvenu à faire une désinfection et une désinfection de 54 maisons qui ont été libérées par les eaux. Aujourd'hui, on est à Djahaï pour faire ça. Donc, j'ai tenu quand même à le remercier parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Pour le remercier, il faut descendre sur le terrain et quand même assister les populations. Le point coronavirus du jour. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, vendredi. Sur 1337 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. 7 cas contacts et 10 issus de la transmission communautaire. 51 patients ont été déclarés guéris, 9 cas graves en réanimation. Des médicaments d'une valeur de 68 millions de francs CFA. Le but est d'assurer la gratuité des soins dans les structures de santé de la région de Diourbel à moins de 48 heures du Grand Magal de Touba. La pharmacie régionale a démarré ce matin la livraison des kits. Écoutons à ce propos les explications du docteur Mahmadan Lo, pharmacien en chef de la pharmacie régionale de Diourbel, au micro de Babacar Diouf. Qui comprend non seulement des formations sanitaires existantes, mais aussi des points de prestation exceptionnellement installés à travers la ville de Touba et ses environs pour prendre en charge correctement les patients aux besoins. C'est ainsi que la PNA, dans le cadre de sa mission, doit approvisionner l'ensemble de ces points de prestation de services qui sont au nombre de 188 en médicaments. Pour cela, il y a une enveloppe de 60 millions qui est dégagée et qui doit couvrir ces besoins-là. Ces besoins donc sont répartis entre les hôpitaux, les centres de santé, avec des montants qui leur sont alloués et qu'ils viennent maintenant enlever ici à la pharmacie régionale d'approvisionnement. Mais au-delà de ça, il y a les points, ce qu'on appelle les points fixes, c'est-à-dire les postes de santé qui existent déjà dans Touba et ses environs. Ensuite, les points médicaux qui sont exceptionnellement installés pour les besoins du Magal. Et c'est ces deux catégories-là, à savoir les postes de santé de la ville de Touba et les points médicaux affectés, c'est la PNA, à travers la PNA de Diourbel, qui confectionne les kits médicaux qui doivent entrer dans la prise en charge de ces patients. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Thiénaba va célébrer le Gamou. Le nouveau khalife général de Thiénaba l'a annoncé au cours d'un point de presse. Selon Serigne Abdourahim Seck, un comité de veille et d'alerte sera mis sur pied pour le respect des mesures barrières contre le coronavirus. On voit cela dans cette correspondance signée Gérant Diop et Seyla Tira. Gamou de Thiénaba aura bel et bien lieu cette année. C'est la décision prise par le nouveau khalife général de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck. Il l'a annoncé lors d'une déclaration faite devant la presse à Thiénaba. di ñaan yàlla nee na sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla fu taalibe nekk fu ab taalibe nekk ak mbokk moo xam ni woote nañu gàmmu gi. Depuis 141 ans, nous célébrons le Gamou. Cette année, nous allons aussi le célébrer. Je demande à tous les talibés, les disciples de Mame Cheikh Ahmadou Ndak Seck de venir ici à Thiénaba le jour du Gamou. Réalité nouvelle, situation nouvelle, aspiration nouvelle. Cette année, le Gamou sera célébré dans un contexte de crise sanitaire. Déjà, des mesures sanitaires sont prises pour la sécurité des pèlerins. Nous sommes en train déjà de recruter 300 jeunes pour le suivi de mesures barrières. Nous avons aussi prévu presque 100 000 masques qu'on va utiliser, 50 000 kits de lavage de mains, 50 fontaines de lavage de mains qu'on va mettre à la disposition de Thiénaba. En tout cas, le khalife général est très conscient de la pandémie du Covid-19. Nous allons fêter notre Gamou, 140e édition, mais en respectant les mesures barrières que le ministre de la Santé a dictées aux populations du Sénégal. Le khalife général de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, a appelé à l'unité de la famille. Pour lui, rien ne sera plus comme avant. La concertation sera de mise. Au monde d'éducation, à présent, la crise de la Covid-19 a occasionné la fermeture brutale des établissements d'enseignement au Sénégal. Dès lors, les 3,5 millions d'élèves scolarisés devront faire face à un nouveau système d'enseignement.
Et dans un rapport présenté par l'association L'école debout, la fracture numérique est très visible au Sénégal. Serigne Abibsi est le président de cette association. Il en parle au micro de Fatou Bintou Kanté et Ahmadouba. Le rapport qui a été présenté a tourné autour d'une problématique principale, à savoir qu'il y a une école d'avant Covid et une école d'après Covid-19. Parce que l'école d'après Covid-19 sera suffisamment bien armée, bien protégée pour plus de résilience face à des épreuves ultérieures, que ce soit d'ordre sanitaire ou d'un autre ordre. Quand on ne démocratise pas les moyens de communication, quand on ne donne pas la possibilité à tout le monde de pouvoir y avoir accès, forcément cette fracture numérique va demeurer. Maintenant, on peut proposer des mesures progressives, à savoir l'installation peut-être de Wi-Fi partout où l'enseignement se fait valoir. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, une centrale électrique avec une puissance de 300 MW sera érigée en janvier 2023 au Cap des Biches. Le projet est entièrement développé par l'expertise locale. Les privés nationaux ont mobilisé un montant de 220 milliards de francs CFA. La finalité de la centrale est de réduire le coût de l'électricité à l'horizon 2022. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samb. Le Sénégal va abriter l'une des plus grosses centrales électriques dans la sous-région. Avec une puissance de 300 MW, les investissements du projet mobilisés en mode fast-track. Lever 220 milliards en moins de 9 mois et faire ce projet-là est un exploit. Et ça, c'est d'abord le support de M. le Président de la République qui nous a beaucoup soutenus, c'est-à-dire dans l'effort d'accélérer le projet dans le mode fast-track. Nous allons donner l'avance de démarrage dans 7 jours et les travaux vont commencer, Inch'Allah. La centrale électrique qui va contribuer à la réduction des coûts de production de Sénélec est particulièrement développée par les privés sénégalais. Objectif, promouvoir le contenu local. En effet, la centrale IPP de 300 MW de Cap des Biches, dont la cérémonie de signature des différents contrats nous réunit ici, sera la première centrale entièrement développée par des privés nationaux conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République de promouvoir le contenu local. C'est un projet, je pense, qui lance en fait cette nouvelle vision de son Excellence le Président de la République d'impliquer davantage le secteur privé dans le développement des projets stratégiques. Parce que jusqu'ici, quand même, le secteur privé local se plaignait toujours de ne pas participer à la commande publique. 220 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés par les privés nationaux pour financer la construction en 2023 d'une centrale électrique de 300 MW de puissance. L'une des finalités de ce projet, réduire le coût de l'électricité à l'horizon 2022. Et puis les paysans de la coopérative pour la production des semences du bassin arachidier plaident pour que le prix du kilogramme dépasse les 210 francs CFA cette année. Ils suggèrent également une ouverture beaucoup plus tôt que d'habitude de la campagne de commercialisation de l'arachide pour éviter de bazarder leur production. On écoute leur porte-parole à Insatiam, interrogé par Ibrahim Diamé et Faligaï. Les opérateurs qui sont là, certains d'entre eux, ils n'atteignent même pas le prix de 210 fixé par l'État. Parfois, ils achètent l'arachide à 175, comme dans les marchés hebdomadaires. Au lieu d'aller dans leur point de collecte, ils achètent au marché hebdomadaire avec des prix minables. Donc, l'État doit veiller à cela et permettre aux paysans de vendre leur arachide à temps, parce qu'ils tardent à ouvrir les points de collecte. Par exemple, le paysan récolte son arachide, il reste pendant un mois sans voir un point de collecte ouvert, alors il va bazarder son arachide dans le marché hebdomadaire. Donc c'est pourquoi il faut permettre aux paysans d'avoir à temps, savoir le prix d'abord, fixer le prix à temps, et parce que si le prix satisfait
le paysan, il va attendre avant de vendre. Mais s'il ne fixe pas le prix à temps, alors le paysan va vendre son arachide. Il faut que quand on vend un kilo d'arachide, on peut acheter 1 kilo de riz. Mais on vend 1 kilo d'arachide ou bien 2 kilos d'arachide pour avoir 1 kilo de riz. Vraiment, c'est quelque chose de très bizarre. Nous, l'arachide, c'est notre or. Donc, on doit le vendre à des prix qui sont abordables et des prix assez élevés. Parce qu'avec 210 francs, vous ne pouvez pas acheter 1 kilo de riz. Donc, il faut au moins avoir 300 francs pour le kilo d'arachide pour pouvoir acheter 1 kilo de riz. Puis en mot de sport, avant de retourner à Touba, Ziguinchor s'ouvre de l'exode massif de ces jeunes basketteurs. Le conseil du directeur technique national Moustapha Gueye, qui était en tournée dans la zone, regrette le déficit d'infrastructures. Nous l'écoutons au micro de Lamine Mandian et de Boubacar Diassi. Le problème, je le disais tantôt aux stagiaires, c'est le départ massif des bons joueurs vers la capitale. C'est un peu ça qui plombe un peu le basket des régions, parce que les capacités infrastructurelles des régions ne sont pas aussi développées. L'université de Ziguinchor répond à cette situation, mais il faut qu'il y ait une capacité encore plus grande pour absorber tout ce potentiel. Je pense que le départ des meilleurs joueurs vers la capitale est un frein pour le sport dans la région sud. Mais avec le travail des entraîneurs, la mobilisation de toute une région autour de la formation, on pourrait espérer des lendemains meilleurs. Ah oui, ça y est, cette année, à la fédération, nous avons un double objectif. Le double objectif, c'est de gagner l'Afrobasket 2021 et ensuite pérenniser l'équipe nationale. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on est arrivé à un moment où il faut insuffler encore davantage de jeunes dans la sélection nationale pour, c'est vrai, avoir de bons résultats, mais aussi avoir une durée. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce 20h direction Touba à présent pour y retrouver Chérif Dia. Chérif, rebonsoir et l'antenne est à vous. Merci beaucoup, cher Zigan.